De retour en direct aux assises de l'économie de la mer et de la pêche. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Paul Marchal. Merci pour cet entretien. Alors, nous sommes des étudiants en master et des doctorants de l'école universitaire de recherche intitulée IFSI, qui rassemble des laboratoires de recherche et des masters qui a pour objectif d'étudier la durabilité de la filière halieutique et toutes les sciences marines qui y sont associées. Cette école est financée par le plan d'investissement d'avenir France 2030. Nous souhaitons vous poser quelques questions relatives aux enjeux et aux défis que peut rencontrer la filière halieutique et les océans en général. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Comment les travaux scientifiques que vous menez alimentent concrètement les décisions européennes, comme dans le cadre de la politique commune de la pêche par exemple ? Oui, merci. Alors en fait, elles alimentent les travaux, la politique commune des pêches en fait, de deux manières. D'une part, à l'IFREMER, on a une mission d'appui aux politiques publiques. Donc on intervient dans l'évaluation des ressources halieutiques donc, qui sont exploitées principalement par les pêcheries. Et l'IFREMER, donc, qui est un établissement de recherche, travaille pour cela en concert avec d'autres établissements de recherche européens dans le cadre d'un organisme qui s'appelle le CUM, qui est le Conseil international pour l'exploration de la mer. Alors, nos travaux consistent à récolter l'ensemble des données disponibles sur les pêcheries. Ce sont des données assez vastes, mais ça intègre notamment les captures qui sont reportées par les pêcheurs. Ça implique aussi du travail en laboratoire pour notamment collecter des paramètres biologiques sur les poissons et aussi un suivi en mer avec des bateaux océanographiques où on récolte des indices d'abondance. Chaque pays procède à peu près de la même manière et se retrouve donc au CUM pour mettre les données en commun et pour faire une évaluation des stocks, ce qui consiste à alimenter des modèles qui sont des modèles qu'on pourrait qualifier assez semblables aux modèles démographiques qui sont utilisés par l'INSEE pour évaluer la population humaine, sauf que nous on les utilise pour évaluer les populations de poissons et prévoir comment elles vont évoluer suite à différents scénarios de pression de pêche. À partir de là, on fournit un avis sur les captures et la Commission européenne, qui est l'un des clients du CUM, va utiliser ces niveaux de capture pour établir des quotas de pêche. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière, ce sont des travaux de recherche qui interviennent un peu plus en amont des travaux d'appui aux politiques publiques. Par exemple, une question qui se pose, c'est que pour de nombreux poissons, comme ici on a le hareng ou la sole en Manche orientale, connaissent des diminutions de productivité. Ça veut dire notamment que leur niveau de recrutement, c'est-à-dire par exemple la survie des larves de poissons ou la croissance des adultes, est réduite depuis plusieurs années et on pense que c'est lié au changement global, au changement climatique. Et ça, ce sont des phénomènes que nous étudions en amont des évaluations des stocks. Donc merci pour cette réponse. Maintenant, comment qualifieriez-vous les relations entre scientifiques et pêcheurs, notamment autour des quotas et des mesures de conservation ? Et comment travaillez-vous pour renforcer la confiance et améliorer les relations entre science et terrain ? Alors, ce que je voudrais déjà dire, c'est que la question sociétale, de manière générale, est intégrée dans les problématiques de recherche de l'IFREMER, donc qui est l'organisme de recherche pour lequel je travaille. Et notamment, c'est assuré par un comité des parties prenantes qui est intégré à l'IFREMER et qui regroupe des acteurs du secteur économique, mais aussi des organisations environnementales, des élus du littoral. Voilà, donc c'est un panorama assez vaste finalement, qui permet de s'assurer finalement que les problématiques sociétales sont intégrées dans nos travaux scientifiques. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que depuis plusieurs décennies, l'IFREMER entretient un dialogue nourri avec les professionnels de la pêche. Et c'est un dialogue qui est souvent formalisé dans le cadre de groupes de travail et qui se concrétise aussi par des projets de recherche communs où les professionnels interviennent comme partenaires de recherche. Il y a un projet, par exemple, sur le hareng, qui s'appelle le projet C3PO,
où sont impliqués le From Nord et le CME, qui sont les deux OP plus importants du nord de France. Donc ça, ce sont des applications très pratiques, mais on a aussi d'autres actions, par exemple des tests d'engins de pêche qui se font dans le bassin d'essai de l'Ifremer à Lorient. Donc ça se fait également en concertation avec les professionnels. Et il y a également d'autres exemples de groupes de travail qui sont mis en place dans les Outre-mer. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, mais ce qui est important, c'est qu'il y a toujours un dialogue qui existe avec la profession et qui s'est renforcé depuis 20 ans. Mais c'est vrai que des moments de désaccord peuvent apparaître parfois, quand notamment les avis qu'on émet sont à la baisse. Je vous remercie. En 2022, environ 56% des poissons débarqués en France proviennent de populations dites exploitées, mais durablement. Quelles sont, selon vous, les principales barrières pour atteindre ces 100% de poissons justement qui proviennent d'une pêche durable ? Alors c'est vrai qu'on est arrivé à ces 60%, mais avec une augmentation quand même, parce que depuis une vingtaine d'années, il y a quand même une amélioration globale de l'état des populations halieutiques. Mais vous avez raison, depuis 2017, il y a cette stagnation et on a l'impression qu'il y a comme un plafond de verre qu'on a du mal à dépasser. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que toutes les ressources halieutiques ne sont pas sous quota. Donc voilà, ça c'est une première chose. Par exemple, les céphalopodes, les calmars, les seiches, le rouget barbé, voilà, ne sont pas sous quota. Mais il y a aussi une autre problématique qui est que les ressources halieutiques vivent dans un environnement et que cet environnement change, notamment sous l'effet du changement climatique. Et cela affecte notamment la productivité de certaines populations, notamment la survie des larves et aussi la croissance des adultes reproducteurs. Et tout ça freine les efforts qui ont été accomplis pour restaurer les stocks à un niveau durable. Merci. Alors vous l'avez évoqué lors de votre première réponse, mais comment est-ce que le CIEM produit des avis sur justement ces niveaux de capture et ces quotas ? Alors, le CIEM, c'est une organisation qui a été créée en 1902. Donc c'est un des plus vieils organismes qui regroupe, international en fait, qui regroupe tous les pays qui sont riverains de l'Atlantique Nord et qui a plusieurs vocations, qui a une vocation aussi de coordonner des actions de recherche, mais aussi de coordonner les appuis aux politiques publiques, notamment pour les stocks qui sont exploités dans les eaux européennes. Alors tous les pays donc, agissent un petit peu de cette manière-là, c'est-à-dire qu'ils vont collecter des données sur les captures, ils vont collecter des données sur les campagnes, à partir de campagnes à la mer, et des données sur les paramètres biologiques pour mieux comprendre la croissance des poissons. Et ces données sont regroupées par l'ensemble des partenaires et vont alimenter des modèles d'évaluation des stocks qui permettent de fournir déjà une évaluation de l'état des populations, mais aussi une évaluation de la pression de pêche qui est exercée sur elles. Et l'évaluation se base sur des points de référence et qui sont liés à un concept qu'on appelle le rendement maximal durable, c'est-à-dire les captures maximales qu'on peut obtenir pour une population sans compromettre la pérennité de cette population dans le long terme. Et ce sont ces points qui sont utilisés par le CIEM pour les évaluer et à partir de là pour fournir des avis sur les captures qui sont prises en compte par les gestionnaires de l'Union européenne ou d'autres clients du CIEM pour produire des quotas de pêche. Donc maintenant, pour la dernière question, pouvez-vous nous donner quelques grands défis scientifiques à relever dans les 10 prochaines années pour concilier exploitation durable, résilience de la filière et préservation de la biodiversité ? Alors, je vais vous en donner un, mais c'est un gros défi. C'est-à-dire que les évaluations dont on parle, ce sont des évaluations de population qui sont effectuées population par population. D'accord ? Donc vous avez par exemple le hareng, qui est évalué comme population de mer du Nord et de Manche orientale. Mais il est bien évident que ces populations ne sont pas indépendantes. Elles interagissent avec d'autres espèces de poissons, soit parce qu'elles les consomment, soit parce qu'elles sont elles-mêmes des proies. Elles interagissent aussi avec d'autres composants de l'écosystème, comme le plancton, comme le benthos, en fait, qui peuple le fond des mers. Et tout ça constitue un écosystème. Et on ne peut pas
toucher un maillon de cet écosystème sans bouleverser les autres. Donc, alors que l'approche qu'on a actuellement, c'est une approche qui consiste à évaluer les populations une par une, eh bien là, le grand défi, c'est d'évaluer l'écosystème dans son entièreté. Alors ça pose un certain nombre de défis méthodologiques, d'une part parce que ça nécessite d'avoir les données sur l'ensemble des composantes de l'écosystème, et pour l'instant, si on a des données qui sont à peu près satisfaisantes pour le compartiment poisson, c'est beaucoup plus difficile pour les autres compartiments, comme par exemple le zooplancton, où on n'a pas de série temporelle qui soit suffisamment bien résolue et sur une longue période. Donc on est obligé d'avoir des programmes qui vont collecter ces données-là. Et la seconde difficulté, c'est qu'on se base sur des modèles, finalement, des modèles mathématiques pour fournir les avis. Ce sont des modèles relativement simples quand on parle d'une espèce, mais quand on parle de tout un écosystème, il y a des modèles qui existent, qui sont des modèles complexes, mais pour le moment, ils ne sont pas encore utilisés en appui aux politiques publiques, parce que d'une part, il n'y a pas les données suffisantes pour les alimenter de manière satisfaisante, et puis ce sont des modèles qui sont complexes, qui demandent du temps de développement, donc ça demandera encore un petit peu de temps, mais c'est un défi pour les 10 prochaines années. Et l'autre défi, peut-être, c'est de considérer que les êtres humains font partie intégrante de les écosystèmes, et c'est donc d'intégrer la dimension socio-économique aussi dans ces modèles-là. Donc, ce qui rajoute bien sûr une dose de complexité, mais en tout cas, ce sera beaucoup plus justifié de rendre un avis qui prend en compte les attentes aussi de la population humaine. Donc merci d'avoir pris le temps de répondre à cette interview. Et nous nous retrouvons dans quelques instants pour la prochaine interview.